Bien, mes chers collègues, bonjour. Monsieur Saint-Huil est là, Monsieur Saint-Huil est là, pardon. Monsieur Villedieu, ça c'était une plaisanterie de tout à l'heure. Monsieur Villedieu nous rejoindra. Il a un petit peu de temps pour nous rejoindre. Avant de débuter nos travaux, je vous informe que la mission d'information sur l'évaluation de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est composée de Monsieur David Valence et de Monsieur Emmanuel Maquet, qui seront donc co-rapporteurs de cette mission. J'en viens au premier point de notre ordre du jour, qui est consacré à un compte-rendu de déplacement qu'a fait une délégation de notre commission à Montréal les 12 et 13 décembre dernier pour assister à la COP 15 sur la biodiversité. Cette délégation, conduite par le président de notre commission, M. Jean-Marc Zulesi, comprenait également M. Antoine Villedieu, Mme Manon Meunier et M. Emmanuel Maquet. Je vais céder dans quelques instants la parole à notre président Jean-Marc Zulesi pour ce retour d'expérience, puis ensuite je passerai la parole à nos collègues qui ont participé à ce déplacement pour qu'ils nous livrent également leurs analyses. Les temps de parole sont estimés, Monsieur le Président, à 5 minutes pour chacun d'entre vous. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette introduction. Effectivement, nous avons souhaité rendre compte de ce déplacement transpartisan à la COP 15, à la fois sur notre volonté de travailler avec méthode, sur les conclusions de cet accord, mais aussi sur ce que j'appelle moi souvent le service après-vote, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que notre commission souhaite donner sens à ce déplacement. Premier point donc sur la méthode, vous vous en souvenez, nous avons déposé une proposition de résolution appelant le gouvernement à s'engager sur des objectifs ambitieux. Cette proposition de résolution a eu plutôt un vote favorable de l'Assemblée nationale et le gouvernement s'est saisi de cet accord pour que justement il montre à quel point les parlementaires, la représentation nationale souhaitaient des accords ambitieux. Ensuite, nous avons composé justement cette délégation, je le répète, transpartisane, de sorte à ce que nous soyons ensemble au sein de la COP 15. Je souhaite saluer le travail mené par Frédéric Taillé qui nous a accompagnés dans cette dynamique, à la fois pour prévoir un certain nombre d'auditions. Ces 2 jours, les 12 et 13 décembre, au sein même de cette COP, nous avons auditionné plus d'une dizaine de personnes. Donc vous imaginez que c'est l'équivalent, on pourrait dire, d'au moins 1 mois et demi, 2 mois de travail en commission que nous sommes arrivés à faire en l'espace de 2 jours. Dans le cadre de ces auditions, nous avons rencontré à la fois des associations, nous avons rencontré l'IDRI, l'Institut du développement et des relations internationales. Nous avons rencontré aussi des acteurs de la finance, engagés sur la finance verte, sur le financement de la biodiversité. Je pense notamment à Finance for Tomorrow. Nous avons aussi rencontré l'Agence française de développement. Et puis, nous avons été en contact avec ceux qui négocient directement cet accord. Et à chaque fois, le fait que des parlementaires, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de parlementaires étrangers, le fait que des parlementaires, puisqu'il y avait aussi le Sénat, des représentants du Sénat soient présents, des parlementaires français soient présents, ça, je pense, était apprécié. Et je tiens à le dire avec beaucoup d'humilité, la France est attendue sur ces sujets. Et on a pu le voir, la place de Christophe Béchu a été essentielle dans le cadre de ces négociations. Il y a eu un accord qui a été salué par beaucoup d'acteurs. Alors est-ce que cet accord est à l'échelle? Est-ce qu'il répond véritablement au constat qui nous est mis devant nous? Je rappelle que nous avons 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, et on a 75% de la surface terrestre qui est altérée de manière significative, et on a 85% des zones humides qui ont disparu. Et donc, face à ce constat, il y a eu donc cet accord qui vise à protéger 30% des surfaces terrestres et maritimes. Il y a eu un engagement fort, que je considère pas assez ambitieux à mon sens, mais de lever de l'argent. On parle de 20 milliards supplémentaires pour aller financer la biodiversité. Et puis des engagements à réduire
la consommation de pesticides ou encore d'aller accompagner l'ensemble des acteurs liés à la biodiversité. Notre rôle aujourd'hui, c'est de donner naissance à cet accord à travers les travaux de cette commission, et c'est notamment le sens du bureau qui se déroulera après cette commission, pour que justement notre commission puisse s'engager sur notamment l'agroécologie, qui, il me semble, doit être portée avec la commission des affaires éco, de sorte à ce que non seulement l'agroécologie soit mieux connue, mais qu'on puisse accompagner cette dynamique dans les territoires. Tout à l'heure, je parlais de finances. Nous devons aussi s'engager avec la commission des finances sur le sujet de la finance verte. Important de mettre en avant aussi les effets bénéfiques sur l'économie de cette biodiversité, parce que la biodiversité rend des services. C'est 1,5 fois le PIB à l'échelle internationale. Et puis dernier point, là aussi, on aura notre rôle à jouer sur la lutte contre les pesticides. Et tout cela, sur ces 3 points-là, je pense que nous aurons un rôle à jouer dans la stratégie nationale biodiversité. Vous l'avez compris, en tant que président, mais aussi en tant que député engagé sur ces sujets, nous ne lâcherons rien pour donner du sens à cette stratégie nationale et mettre notre commission au cœur des négociations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais passer la parole maintenant aux autres participants, à commencer par Madame Manon Meunier. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer en remerciant Monsieur Zulesi pour l'initiative de cette délégation et notre administrateur, Monsieur Taillet, pour l'organisation riche et minutieuse de ce séjour. De nos différentes entrevues au cours de cette COP15, il ressort d'abord un constat d'échec. Les objectifs d'Aichi, qui constituaient jusqu'ici le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 au niveau international, n'ont mené à rien. En ce qui concerne la France, notre stratégie nationale pour la biodiversité a un poids politique trop faible pour peser dans les prises de décision. Bref, nous n'avons pas réussi à inverser la tendance et nous avons toujours 1 million d'espèces menacées sur les prochaines décennies. Ce qu'il ressort également, c'est une première prise de conscience de la part des industriels. Que la biodiversité n'est pas seulement importante pour la beauté de nos paysages, non. Les industriels ont commencé à réaliser que leur production était directement impactée par l'état de cette biodiversité. Par exemple, le secteur de l'agroalimentaire. Des industries remettent en question certaines pratiques qu'elles encourageaient jusque-là, qui ont appauvri les terres en tuant les vers de terre, tout simplement, les oiseaux qui régulent naturellement les prédateurs des cultures, etc., en réalisant que leurs terres sont aujourd'hui moins productives qu'elles ne l'étaient hier, et qu'il est peut-être temps de se poser la question de faire autrement. C'est effectivement l'un des constats qui ressortait majoritairement de nos entrevues, le besoin de sortir des activités néfastes à la biodiversité, la nécessité d'établir une empreinte de ces activités selon leurs impacts sur le vivant. Et très factuellement, ce chiffre cité, la moitié de l'empreinte de la France sur la biodiversité se trouve à l'étranger, ce qui nous amène une fois de plus à questionner la durabilité de notre modèle économique hypermondialisé et de nos traités de libre-échange. Avec cette donnée simple de l'IPBES, plus il y a d'intermédiaires dans la fabrication d'un produit, plus celui-ci a une empreinte forte. Pour donner un exemple concret, le soja importé d'Amérique du Sud. Enfin, bien sûr, des propositions de solutions. Déjà très concrètes sur le terrain, en 3 mots, protection des milieux déjà existants, restauration des milieux fortement impactés et reconnexion des milieux entre eux pour la libre circulation des espèces. Et d'autres solutions plus politiques. Une revendication centrale est revenue plusieurs fois. Nous n'avons cessé de le répéter au cours de l'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables, mais je réitère, si l'objectif est bien le maintien des conditions vivables de notre planète, alors la lutte contre le changement climatique est aussi importante que la protection de la biodiversité et nous devons combiner les deux. Alors qu'en est-il finalement de cet accord en lui-même? Il a été largement vendu comme historique. Et je pense qu'il l'est sur un point, sa médiatisation. Ces accords auront au moins permis de sensibiliser une partie de nos politiques sur l'importance de la biodiversité. Pendant une semaine, tous les médias ont donné les chiffres qui montraient l'urgence à laquelle nous avions à répondre. Bref, le sujet a porté. En revanche, en ce qui concerne le contenu de cet accord, je reste très sceptique. Sur le papier, c'est positif. 30 milliards de fonds débloqués pour les pays en développement, des garanties données aux peuples autochtones avec la restauration de 30% des terres dégradées et la grande victoire affichée, ce chiffre de 30%, objectif de 30% de surface terrestre et maritime protégée pour la biodiversité au niveau mondial à horizon 2030.
Seulement voilà, pas de système d'évaluation, de suivi de ces objectifs mis en place, pas des dates limites souvent reculées de 2030 à 2050, voire des objectifs posés là, ni datés ni chiffrés. Bref, des conditions qui réunies font que bien souvent les objectifs ne sont pas atteints. Et bien sûr, ce chiffre de 30% de surface protégée, qui n'est conditionné à rien. Les États peuvent donc mettre ce qu'ils veulent derrière zone protégée. Alors que bien sûr, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, certains critères qualitatifs sont nécessaires. Notamment, ces zones doivent être sans activité industrielle pour être protectrices. Et là, j'en appelle à notre gouvernement avec gravité. Et j'en appelle à nous, parlementaires, et à notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Car Madame Claire Nouvian et son ONG Bloom, qui œuvre pour la protection des océans et qui était présente au cours des négociations, nous alertent sur le comportement de notre gouvernement au cours de la COP15. La France serait allée voir d'autres pays pour insister sur ces lignes rouges à ne pas franchir, en insistant notamment pour que le 30% des zones protégées ne soient conditionnées à aucun critère qualificatif de protection. Notre gouvernement aurait donc participé à rendre ce texte complètement inefficace. Alors en effet, lorsque vous arrivez sur le stand de la France à la COP15, vous voyez déjà affiché en grand que plus de 33% de nos surfaces terrestres et maritimes sont protégées, et donc que la France aurait déjà rempli les objectifs. Mais rappelons que dans ces 33%, Emmanuel Macron a inclus les parcs naturels régionaux, qui ont certes plein de qualités pour plein de raisons, mais ne constituent pas des zones de protection telles que définies par l'UICN, et donc font grossir les chiffres alors même que nous ne sommes pas encore au niveau. Quant aux aires marines françaises protégées, les ONG militent pour faire entendre à quel point ces aires, au sein desquelles la pêche intensive est autorisée, ne sont pas du tout des zones de protection. Alors le gouvernement aurait-il bloqué pour ne pas avoir à faire plus d'efforts et à remettre en question, par exemple, ces activités de pêche industrielle intensive face au lobby? J'en appelle donc au gouvernement, à M. Christophe Béchu, pour nous apporter des réponses suite à ces accusations, car les éléments portés contre la France sont graves. Faire blocage sur un accord qui définit l'avenir de l'habitabilité de notre planète à échelle internationale est plus qu'insensé, c'est meurtrier. Je vous remercie. Merci Madame Meunier. Monsieur Emmanuel Maquet pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le bilan de cette convention des parties contient de nombreux motifs de satisfaction. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Vous avez peut-être reconnu ces mots, ils ne sont pas assez cités, ce sont ceux de Jacques Chirac. Il s'agit des phrases qu'il a prononcées juste avant sa célèbre ouverture du sommet de la Terre en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Le groupe Les Républicains est fier de s'inscrire dans cette filiation et d'avoir toujours été un moteur en matière de protection de l'environnement, que ce soit en étant un soutien indéfectible à la filière électronucléaire ou en constitutionnalisant la charte de l'environnement ou encore en organisant le Grenelle de l'environnement. Certains pourraient regretter les limites de cet accord, notamment son caractère jugé pas assez contraignant. On peut également discuter du montant des transferts de fonds accordés aux pays en développement par les pays développés pour les aider à faire cette transition. Mais au-delà de ces limites, ne cachons pas notre satisfaction d'avoir atteint cet accord historique à plus d'un titre. Historique par son unanimité. Pour une conférence réunissant près de 200 pays, c'est exceptionnel. Historique ensuite par sa portée. Les surfaces concernées sont énormes et les garanties de coopération entre toutes les nations sont pour le moins satisfaisantes. Ceci étant, je souhaite revenir sur un des aspects qui m'a particulièrement intéressé. Il s'agit du financement de la transition, autrement appelée la finance verte. Les enjeux environnementaux sont énormes et pour s'y adapter, les investissements seront massifs. Je ne sais pas si les Français sont prêts à l'entendre en cette période d'inflation, mais la transition énergétique, c'est un peu comme la réindustrialisation de la France, c'est possible, mais cela demande un changement de mentalité car ça implique de nombreux coûts supplémentaires. Il est aussi important de rappeler que la protection de la biodiversité ne s'oppose pas au développement économique, bien au contraire. On le voit avec une acuité particulière en observant la cristallisation des débats de la COP15 autour de l'aide financière aux pays en développement. Ainsi, ces 30 milliards d'euros par an que l'on va transférer pour la biodiversité devront participer au développement économique. Car c'est toujours par la croissance économique qu'on défend l'environnement et pas l'inverse. Développer l'économie d'un pays, c'est lui permettre de monter en gamme en termes de consommation, de protection plus respectueuse de l'environnement. C'est aussi améliorer le taux d'éducation de sa population et donc sa sensibilité aux enjeux écologiques. Ce n'est qu'en remplissant ces conditions du développement économique que l'on protège de surcroît l'environnement.
Pour revenir à la finance verte, voici ce que je souhaite livrer à votre réflexion. En plus des aides directes qui fixent le signal prix, ce dont les financiers ont besoin, c'est de la stabilité. On ne peut pas mobiliser des capitaux importants sur plusieurs années, voire des dizaines d'années, si l'on ne s'engage pas dans la durée. Les questions très concrètes auxquelles nous aurons à répondre ces prochaines années sont aussi: comment fait-on, lors de la publication d'un bilan d'entreprise, pour apprécier la nature du bénéfice de cette entreprise? Comment le résultat du bilan met en exergue, à côté du bénéfice, l'impact environnemental de la production de la richesse de cette entreprise? Ou encore, comment les règles comptables doivent évoluer pour ne plus apprécier le seul EBE d'une entreprise? Enfin, je terminerai par là, le combat est avant tout culturel. Une finance qui irait contre le marché, ça n'existe pas, ou alors ça ne tiendra pas bien longtemps. Si l'opinion publique est consciente des menaces qui pèsent sur l'environnement, les capitaux afflueront naturellement et abondamment. Aussi sûr qu'ils ont afflué pour financer les aventures vaccinales de Pfizer ou de Moderna, l'intérêt des humains est aligné avec l'intérêt du marché. Voilà, mes chers collègues, les axes d'un combat écologique qui ne soit pas punitif, qui ne cherche pas à révolutionner la société, mais qui en révèle les défis avec assurance et responsabilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Maquet. Mes chers collègues, je viens d'être prévenu que Monsieur Villedieu a un empêchement, donc nous n'aurons pas son avis. C'est dommage, mais c'est comme ça arrive, un imprévu. Ce que je vous propose, c'est que nous ayons un temps d'échange, pour ceux qui le veulent, sur cette COP 15, pour à peu près, on va dire, une demi-heure, et puis après, nous attaquerons le texte sur l'engrillagement. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole? Ah, il y en a une. Je vous en prie. Non, sur la COP 15. Vincent? Merci. Une question à nos collègues relative aux annonces concernant le financement en faveur de la biodiversité. L'accord prévoit une mobilisation générale de finances publiques, privées, industrielles à hauteur de 200 milliards d'ici 2030. Une solidarité renforcée envers les pays en voie de développement pour 30 milliards d'ici 2030 aussi, avec la création d'un fonds mondial pour l'environnement. L'engagement de la France à doubler ses financements internationaux en faveur de la biodiversité à hauteur d'1 milliard. Et puis vous venez d'évoquer, notre président et Emmanuel à l'instant, la question de la finance verte qui nécessitera une implication des pouvoirs publics pour s'assurer que nous soyons au rendez-vous. La question que je souhaitais vous poser à cet instant, c'est de savoir comment notre Assemblée, et dans notre Assemblée, notre Commission du développement durable, pourra-t-elle être associée, puisque un des enjeux, c'est le suivi de ces décisions. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir à quel niveau nous pourrions être utiles pour s'assurer de la mise en œuvre de ces engagements. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole au président Zulesi et Emmanuel Maquet, si vous voulez compléter. Vous aurez la parole ensuite. Très bonne question de notre collègue. La question que vous posez, c'est de savoir en fin de compte quelle place aura notre commission dans ce que j'appelle moi le service après-vote, c'est-à-dire sur la déclinaison de ces objectifs, en particulier sur le sujet de la finance verte. Je vois deux objets. Le premier, c'est que nous puissions donner sens à ce qu'on a appelé le budget vert. On a un outil qui est assez intéressant, qui a été mis en place lors de l'ancienne mandature, mais qui, il me semble, est trop peu exploité. Donc à nous de s'en saisir pour que justement nous puissions mettre fin, ou du moins diminuer le plus possible les dépenses de notre nation sur des objets qui ont un impact sur notre environnement. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le fait de travailler main dans la main avec la Commission des finances, de sorte à ce que nous puissions travailler sur un nouveau modèle comptable, c'est-à-dire un modèle qui permet, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Emmanuel Maquet, de transformer le cadre actuel de comptabilité de nos entreprises, de sorte à ce que les entreprises qui s'engagent sur ces sujets-là, sur ces sujets de protection de la biodiversité, puissent être valorisées. Et puis, troisième point, on aura, c'est la volonté de votre président, c'est que la stratégie nationale biodiversité puisse être débattue à l'Assemblée nationale. Je ne vous dis pas que ça sera fait, je vous dis juste que c'est mon souhait. Et donc dans ce cadre-là, je pense que nous aurons l'occasion de pouvoir parler de finances vertes. Voilà, chers collègues. Bien, Emmanuel Maquet, trouvant la réponse absolument complète, n'interviendra pas. Je vais laisser la parole à Monsieur Hubert Ott. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais
intervenir parce qu'il a été évoqué tout à l'heure la question de l'agroécologie, des pesticides aussi. Et je pense qu'il faut désormais, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a des choses qui sont fondamentalement incompatibles. Si on veut absolument préserver la biodiversité, soit elle disparaîtra, soit ce sont les pesticides qui disparaîtront. En fait, il n'y a pas d'alternative. Donc le sujet, c'est que fait-on dès aujourd'hui pour que progressivement tous les pesticides de synthèse soient remplacés par des produits dont les principes actifs sont connus du point de vue de l'évolution du vivant. Il existe des confrontations dans le monde vivant pour limiter l'excès des populations des uns face aux autres. En fait, il faut travailler à la mise en place de propositions pour le monde agricole en particulier, de produits qui sont compatibles avec la mémoire évolutive du vivant. Et ça, c'est absolument vital si nous voulons que demain, la biodiversité soit préservée. Je prends un exemple, le monde des batraciens, qui a déjà subi des pertes de l'ordre de 80%. Les batraciens sont hypersensibles tout simplement parce que leur peau est perméable. Dès qu'ils traversent un environnement pollué, ils encaissent cette pollution, notamment des pesticides de synthèse, à travers la peau, sans même respirer. Donc il ne faut plus qu'on se raconte d'histoire. Les pesticides sont l'ennemi numéro 1 de la biodiversité. Si nous nous battons pour remplacer ces produits, et puis mon propos n'est pas de laisser les agriculteurs, l'agriculture sans solution. Mais si nous n'investissons pas dans la recherche et dans les moyens nouveaux dont devront disposer nos agriculteurs, demain, la biodiversité continuera de chuter et on ira à la catastrophe qu'on veut absolument éviter. Donc la question des pesticides est essentielle, il faut en prendre pleinement conscience, ici en France, en Europe et dans le monde. On a peut-être la possibilité d'être un pays exemplaire dans le domaine, mais il faut se battre. Merci. Merci, monsieur Hutt. Monsieur le président Zulesi. Oui, alors c'est important aussi que les autres collègues puissent prendre la parole sur le sujet. Moi je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été mis en avant. Et d'ailleurs, le sujet de l'agroécologie est au cœur, a été mis, c'est en cela que ça a participé au fait que certains aient dit que l'accord était historique, c'est que l'agroécologie est mis au cœur des accords de cette COP15. À nous désormais de montrer l'exemple, à la fois, comme vous l'avez dit, et désolé de répéter ce que vous avez dit, mais dans la lutte contre les pesticides, la capacité aussi que nous avons à trouver des alternatives à l'utilisation de ces pesticides pour ne laisser personne au bord de la route. Et puis, disons-le aussi, il y a aussi tout un cadre à faire dans le cadre des relations commerciales, de sorte à ce que nous puissions aussi limiter au maximum des produits alimentaires qui ont été traités avec ces pesticides-là, parce que sinon, disons-le, ça crée une distorsion de concurrence très forte. Madame Meunier. Oui, merci. Oui, effectivement, je rejoins aussi tout à fait ce qui a été observé. Et je pense que ça relève notamment d'un point aussi par rapport à la question de la protection de la biodiversité, c'est de se concentrer davantage sur la question de la protection de la biodiversité qu'on dit commune, en fait, et notamment des insectes qui sont aujourd'hui un peu le parent pauvre de cette protection de la biodiversité. Et qui se ressent effectivement dans nos recherches scientifiques, parce que en fait on a une très grande part de nos recherches scientifiques qui vont plutôt vers les vertébrés, donc les grands animaux, alors que la diversité biologique des insectes est beaucoup plus importante et que les proportions ne sont pas du tout respectées, et c'est en fait un espèce de biais anthropisé où on va faire de la recherche vers ce qui nous ressemble le plus, ce qui est le plus emblématique, etc. Donc effectivement on a tout un enjeu aussi de sensibilisation vers des espèces qui sont moins emblématiques et qui sont pourtant absolument primordiales. Je pense aux pollinisateurs, par exemple. C'est l'exemple le plus concret qui soit effectivement pour la survie en fait de toutes les espèces, puisque les insectes effectivement sont à la base de la chaîne alimentaire que l'on connaît. Et c'est effectivement l'une des problématiques, la transition agricole
en accord avec la transition écologique qui est ressortie de la plupart de nos intervenants, qui ont insisté notamment aussi sur la transition nécessaire de notre politique agricole commune, qui serait effectivement un levier à actionner fortement pour faire en sorte d'accompagner nos agriculteurs, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de les laisser de côté, pas du tout, et il y a moyen, à travers cette politique agricole commune, de les accompagner, et ce, favorablement à une transition écologique réussie. Et je voudrais insister une fois de plus auprès de cette commission sur justement l'importance que pourrait avoir une mission d'information sur l'accompagnement de cette agriculture à la transition écologique, mais j'espère qu'on y viendra. Merci Madame. Monsieur Maquet. Si. Peut-être d'ajouter par rapport aux interventions de mes deux collègues la nécessité de piloter ou de copiloter cette transition avec l'ensemble des acteurs et non pas les opposer les uns aux autres. Je pense que à partir du moment où on arrive à emmener l'ensemble des acteurs sur cette transition, on gagnera la partie, alors que bien souvent il y a des crispations et quand on tend en quelque sorte les relations des uns avec les autres, on n'avance plus. Je pense que c'est important, enfin en tout cas c'est l'état d'esprit qui animait en quelque sorte la COP 15 et je pense que c'est comme ça que l'on fera avancer le sujet et non pas en opposant les uns aux autres. Merci Monsieur Maquet. Madame Jourdan, pour votre question. Oui, merci. Merci donc pour le compte-rendu. Bon, on voit bien que dans le compte-rendu que vous faites, en toile de fond, il y a quand même des choix à faire sur notre modèle donc, de développement, très clairement. Je voudrais avoir quand même votre avis sur l'objectif qui est écrit, donc de réduire de moitié les risques liés aux pesticides. Est-ce que ce vocabulaire-là donc permet voilà, d'avoir une autre vue justement par rapport au modèle donc, de développement? Et donc évaluer les risques, enfin du moins réduire de moitié les risques est différent de réduire de moitié par exemple l'usage des pesticides. Et donc du coup dans cette évaluation de réduction donc des risques, comment on les évalue? Enfin, quels sont les indicateurs qui pourraient donc permettre de les évaluer. Et puis, deuxième question aussi, je voudrais savoir par rapport donc à l'ensemble des discussions que vous avez eues, quelle a été l'influence notamment des peuples autochtones sur cette question donc, de la biodiversité. Comment ils abordent les objectifs qui ont été donnés et est-ce qu'ils ont apporté par exemple des solutions, par exemple solutions fondées sur la nature ou des solutions peut-être différentes de celles qu'on aborde plus couramment. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Jourdan. Madame Meunier. Par rapport aux pesticides, effectivement, et à ce terme de 50% de diminution des risques plutôt que de l'usage, en fait, vous mettez effectivement très clairement en avant le problème de flou global sur l'évaluation et les termes choisis. Est-ce qu'on va ressortir de cet accord avec quelque chose de concret finalement? Et effectivement, des intervenants précédents l'ont dit, mais ce qui est ressorti des différentes rencontres qu'on a pu faire, c'est la nécessité de mettre en place un outil d'évaluation et de suivi des objectifs atteints par les États pour pas qu'on arrive sur simplement des termes écrits noir sur blanc, mais qui finalement ne mènent à rien. Donc on a un gros enjeu à mener de ce côté-là, et je pense que justement la France aussi a un gros rôle à jouer, et nous en tant que parlementaires, et je pense que c'est pour ça que c'est notamment nécessaire qu'effectivement, Monsieur le Président Zulesi le disait tout à l'heure, mais il faut que cette stratégie nationale de la biodiversité qui est déjà en place dans notre pays soit amenée devant le Parlement, qu'on puisse en débattre et qu'on puisse en faire quelque chose en accord avec la COP 15 et surtout lui donner un poids politique concret pour qu'on arrive à vraiment faire bouger les choses. Sinon, la biodiversité sera toujours la variable d'ajustement, comme elle l'est déjà dans l'intégralité de nos prises de décision, comme on a pu le voir depuis le début de cette législature. Et en ce qui concerne effectivement les peuples autochtones, c'est l'un des points positifs qui ressort effectivement. Malgré voilà, le flou et l'évaluation, etc., c'est quand même la prise en compte de ce qu'ils ont amené sur le terrain, avec cette idée de 30% de restauration des terres de peuples autochtones nécessaires justement parce que les peuples autochtones qui représentent en fait une
petite partie de la population, entretiennent quand même à hauteur de 80%, enfin une très large surface qui concentre 80% de notre biodiversité terrestre en fait, parce que c'est des zones comme la forêt amazonienne par exemple qui sont très riches en biodiversité. Donc effectivement, si on les a mis tellement en avant au sein de cette COP15, c'est parce qu'ils jouent un rôle absolument central dans cette biodiversité. Et je crois que effectivement, la prise en compte qu'il en est advenu au sein de ces accords est importante et symbolique, mais maintenant il faut qu'elle se traduise une fois de plus par des actes. Monsieur Maquet, peut-être? Oui, simplement peut-être de rebondir sur un des points. Le président l'a dit tout à l'heure, mais nous étions quasiment la seule délégation d'un parlement dans ces près de 200 nations qui étaient présentes lors de la COP15. C'est dire si cette sensibilisation à la biodiversité, aujourd'hui, elle n'est pas gagnée. Enfin, c'était d'ailleurs l'un des sujets qui a beaucoup interpellé nos interlocuteurs, puisque sur le stand français, nous les recevions les uns après les autres, alors que les autres stands, globalement, il y avait des ONG, mais il y avait très peu de représentants des différents pays de cette terre que l'on veut protéger. Je pense que c'est aussi l'un des sujets qu'il faudra réussir à mobiliser, sinon on aura beau, nous, essayer encore une fois en France de faire quelque chose de démonstratif, mais si derrière ça n'est pas suivi, on aura beaucoup de mal à avancer sur ce beau sujet. Merci, Monsieur Maquet. Monsieur le Président Zulesi. Oui, rapidement, 2 points. Moi, je pense que sur le sujet des pesticides, effectivement, il faut qu'on avance sur des indicateurs qui soient beaucoup plus précis. Et on a un gros travail à mener sur le sujet de la santé et de l'environnement. On a notamment le sujet lié au One Health, etc. Donc, gros sujet, je pense, à mener encore une fois, avec la Commission des affaires sociales. Ça a été... il y a eu un gros travail qui a été fait dans l'ancienne mandature, mais on n'a jamais eu de texte en tant que tel fondateur sur le sujet. Donc travaillons ensemble sur ce point et surtout, au-delà du cadre de l'accord dont les critères vont être définis, je crois que dans la stratégie nationale biodiversité, eh bien, nous pourrions effectivement proposer d'avoir des indicateurs un peu plus précis sur ce sujet des pesticides que vous avez souligné. Et puis, deuxième point, sans transition, on peut se réjouir effectivement, sans être dans le triomphalisme bien entendu, mais de la place des peuples autochtones dans le cadre à la fois des négociations, mais aussi au final dans l'accord qui a été acté. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que sur un sujet qui paraît peut-être un peu technique, mais sur le sujet de la brevetabilité du vivant, sur la séquençage numérique des informations issues de cette biodiversité, eh bien, il y a eu un accord, mais c'est essentiel de pouvoir protéger ces peuples autochtones, de sorte à ce que, tout simplement, le monde de la finance, l'économie, puisse utiliser les informations issues du vivant avec beaucoup plus de parcimonie et avec pragmatisme. Merci, Monsieur le Président. Madame Brulebois. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci à vous, chers collègues, pour votre présentation, la qualité de votre rapport et surtout pour nous avoir excellemment et dignement représentés à la COP 15. C'est en effet un accord historique mondial sur la protection en faveur de la nature d'ici 2030. Le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Donc, j'ai bien vu qu'un fonds fiduciaire spécial a été créé pour que les pays développés aident les pays en voie de développement. Concernant notre pays à nous, comment allons-nous mettre des fonds pour tout cela, sachant que on a quand même déjà des dispositifs. Est-ce qu'on va faire un bilan sur les dispositifs qui existent aussi? Parce qu'on a par exemple le Natura 2000, on a les espaces naturels sensibles, on a les parcs régionaux, les parcs nationaux. Est-ce qu'on empile un peu les dispositifs et comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ce qui existe déjà et par rapport à ce qu'on peut faire de plus pour avancer? Merci, Madame Brulebois. Monsieur Maquet. Oui, alors effectivement, on annonce 30% de terres sacralisées. Cela étant, on ne parle pas forcément de la même chose.
c'est ce que Manon évoquait dans son intervention, entre la protection telle qu'on l'entend dans notre pays et ce que l'on entend à la COP 15. Effectivement, on est sur des définitions qui sont différentes. Donc, pour répondre à votre question, il faudra vraisemblablement un rapprochement dans l'évaluation de nos différentes politiques. Il faut qu'on parle de la même chose si on veut l'évaluer. Faute de quoi, effectivement, on continuera cette espèce de langage un peu de sourd. Sur le financement, ça nécessite effectivement une forme de transversalité également de nos différentes commissions, tant à la commission des finances que la commission des affaires économiques, voir comment on atteint ces objectifs et comment on mobilise du financement privé, puisque c'est de ça, c'est pas que du financement d'État, et c'est l'évaluation aussi du financement vert que l'on a souvent évoqué au cours de la COP 15 et que l'on a essayé de vous relater ici ce matin. Ce sont des règles qui vont être totalement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment on évalue l'impact environnemental dans un bilan d'entreprise? Moi, j'ai posé beaucoup de questions, j'y vois pas très clair au moment où on s'exprime, parce que ça nécessite de faire évoluer nos règles comptables. Et ce n'est pas si simple. Comment, au moment de la publication d'un bilan, on va évaluer l'impact d'une entreprise en évoquant le fait qu'elle n'est pas dans les clous, elle n'est pas dans la trajectoire qui est celle de la COP 15 et celle de nos politiques ici en France, et qu'il est nécessaire d'avoir une espèce de plan de redressement pour être dans la trajectoire. Voilà des vraies questions ouvertes, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer dans mon intervention liminaire tout à l'heure, mais effectivement, ça nécessite qu'ensemble, on y réfléchisse et qu'on puisse faire des propositions à l'exécutif sur ces différents domaines. Merci, Monsieur Maquet. Je prendrai encore 2 prises de parole, Monsieur Caron et ensuite Madame Pochon. Ah, pardon. J'ai été un petit peu vite. Manon Meunier sur le sujet. Oui, merci. Non, simplement pour ajouter, concernant la question du financement, donc l'une des données phares qui ressort de cet accord, ce sont notamment les 30 milliards accordés aux pays en développement, justement pour financer leur transition. Déjà, en fait, souligner la difficulté que rencontrent ces pays en développement par rapport à la protection de la biodiversité, qui peut tout à fait s'entendre et qui est ressorti dans les négociations, c'est qu'en fait, forcément, s'ils sont en développement, donc leur population s'accroît également. Donc il y a cette nécessité qu'on peut entendre également d'artificialiser plus de terres comme nous l'avons fait. Et donc c'est pour cela que de notre côté, pour que cet accroissement puisse se faire dans le respect de la biodiversité, alors que nous sommes déjà développés en ayant profité finalement de cette même artificialisation par le passé, nous devons les aider et simplement souligner le fait que ces pays en développement demandaient plutôt 100 milliards avec un fonds séparé qui soit dédié à la protection de la biodiversité, tandis que nous sommes arrivés à 30 milliards inclus dans le fonds déjà existant d'aide aux pays du Sud, qui n'est pas forcément le plus adéquat pour justement cibler sur la protection de la biodiversité. Enfin, simplement ajouter un mot, vous parlez des différents types de protection que nous avons déjà sur notre territoire. J'aimerais insister sur la nécessité, et j'aimerais que nous travaillions sur cela au sein de la Commission développement durable, de l'extension aujourd'hui des zones Natura 2000, qui est l'un des dispositifs de protection qui peut être effectivement intéressant. Pour vous donner un exemple concret dans notre territoire limousin, nous avons le gouffre de la Fage, qui est un gouffre qui abrite des populations de chiroptères, donc de chauves-souris, très importantes. C'est l'entrée de ce gouffre, simplement l'entrée, qui est en zone Natura 2000 aujourd'hui. Toutes les forêts qui sont autour ne sont pas protégées, et ce malgré les associations qui militent pour ce faire depuis longtemps. Et donc si vous détruisez les forêts, le gouffre a beau être là, vos populations de chauves-souris ne pourront plus avoir de zone de chasse, et donc cela ne mènera à rien. Donc l'un des objectifs que nous pourrions nous fixer pour améliorer les zones de protection en France, c'est notamment d'étendre ces zones Natura 2000 qui existent en intégrant les zones de chasse, sinon nous ne pouvons, les zones de chasse donc de nourrissage des individus, sinon nous ne pouvons pas protéger concrètement notre biodiversité. Merci Madame Meunier. Monsieur le Président Zulesi. Oui, juste pour répondre à notre collègue, peut-être sur un point important il me semble, on aura un enjeu très important de mettre en application dans la loi climat résilience, ce qu'on appelait des zones de protection forte. On a instauré ces zones de protection forte dans cette loi, et donc c'est à nous, il me semble, de lui donner du sens. Et donc la France s'est donné pour objectif d'avoir 10% de zones de protection forte. Donc ça signifie que
on doit être en capacité, sans doute à travers des travaux dans le cadre de notre commission, mais plus globalement dans les territoires, eh bien, d'accompagner les collectivités, et je sais qu'il y en existe, qui souhaitent mettre en place ces zones de protection fortes. Ça va bien au-delà des 30% des zones de protection terrestre et maritime, qui, vous avez raison, chers collègues, doivent être peut-être précisées, de sorte à ce que eh bien, on évite les écueils qui ont été mis en avant par Madame Meunier tout à l'heure. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, je prendrai 2 dernières questions. Je suis désolé, il faut qu'on avance. Donc, Monsieur Caron d'abord et Madame Pochon ensuite. Monsieur Caron. Merci, chers collègues. Oui, j'ai l'impression d'entendre de la part de certains d'entre vous, certains d'entre nous, un satisfecit sur ce qui s'est passé à Montréal et sur l'action de la France en général. Et j'ai le sentiment que la vérité, la réalité se rapproche davantage du constat qu'a fait ma collègue Manon Meunier lorsqu'elle a proposé un bilan de ce qui s'est passé lors de cette COP. Un point, par exemple, sur les pesticides que vous avez évoqué, chers collègues. La France devrait quand même faire son examen de conscience sur ce sujet. Entendre dire que oui, la France serait montrée en exemple, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président Zulesi, la France est regardée, scrutée comme un pays moteur pour la protection de la biodiversité. Rien que sur la question des pesticides, les plans éco-phyto sont un échec. Nos objectifs sont absolument loin d'être atteints. Les néonicotinoïdes, c'est bien vous qui les avez réintroduits, et apparemment ça va continuer encore pour les betteraviers. On n'est vraiment pas du tout à la hauteur sur cette question, donc j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui on peut considérer que sur le sujet nous serions en bonne posture. Je pense que j'entends aussi des choses ici qui me paraissent un peu étranges. J'entends beaucoup de chiffres, oui, 30%, 40%, 12%. Mais tant qu'on n'a que des incantations comme celle-ci, j'ai le sentiment que le sujet n'est pas pris à bras-le-corps. Parce que rien ne changera en termes de protection de la biodiversité tant qu'on ne changera pas de philosophie à l'égard du vivant. Et là, je n'ai pas l'impression, dans le compte-rendu très bref qui nous est proposé ce matin, que ce soit envisagé. Tant qu'on envisage la biodiversité, donc le vivant, comme simplement un éventail de ressources dans lesquelles on peut puiser indéfiniment pour développer notre pays, développer dans un sens purement économique et pour permettre à certains de s'enrichir, rien ne changera jamais. Je vous entendais, cher collègue, Monsieur Maquet, dire c'est par la croissance économique qu'on défend l'environnement. Mais si c'est vraiment la leçon qui a été tirée des discussions que vous avez pu avoir à Montréal, les bras m'en tombent. Je ne peux pas imaginer, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez entendu là-bas? Est-ce que c'est ce que les experts que vous avez rencontrés vous ont dit? Ou c'est votre point de vue politique aujourd'hui sur la manière dont on doit défendre le vivant? Parce que ça, ce que vous dites, ça entre en contradiction totale avec ce que nous disent depuis des années maintenant le GIEC, l'IPBES, ce que nous ont dit également les 15 000 scientifiques qui en 2017 avaient signé une tribune pour nous alerter sur la nécessité absolue de changer notre modèle économique. On ne pourra pas sauver le vivant, sauver la biodiversité si on continue à avoir cette vision purement marchande. Alors oui, bien évidemment, le vivant, la biodiversité, c'est absolument utile, indispensable pour nous permettre de vivre. On a bien compris qu'on doit puiser des ressources dans le vivant. Mais tant qu'on les surexploite, ces ressources, dans le seul but du profit, on pourra faire des tas de réunions, des réunions ici, en commission du développement durable, des réunions à Montréal ou ailleurs, pour dire « ah là là, on va prendre les meilleures décisions du monde », mais on ne fera jamais rien de sérieux et de concret pour défendre ce vivant. Il y a toute une partie du vivant aujourd'hui, si on veut le protéger, qui doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire une entité qui peut vivre, qui a un droit à vivre de manière intrinsèque, et non pas simplement de manière utilitaire. Et c'est exactement ça, ce changement de mentalité-là, que l'on doit aujourd'hui essayer de, comment dirais-je, de faire valoir dans les politiques que l'on met en place. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir une question à poser, si ce n'est peut-être au président de la Commission, puisque vous soutenez notre gouvernement actuel. Très honnêtement, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, sur cette question des pesticides, puisque ça, effectivement, c'est très concret, je partage tout à fait l'avis qui a été émis tout à l'heure. Les hérissons, par exemple, aujourd'hui, sont en train de crever, ils sont en train de disparaître, mais ça fait partie de plein d'autres. Les vers de terre disparaissent. C'est ça, parler de la biodiversité. Bon, qu'est-ce qui est prévu par notre gouvernement pour justement, très concrètement, faire en sorte que les pesticides, bientôt, ne soient plus
comment dire, qu'un mauvais passage de notre histoire. Merci, Monsieur Caron. Monsieur le Président Zulesi. Oui, alors, avec calme, on va tenter de répondre. Plusieurs points. Premier sujet, j'affirme, et je continuerai à le dire et à le répéter, oui, la France est considérée comme un territoire qui fait pour la protection de l'environnement, et c'est bien un sujet qui est revenu dans le cadre de nos discussions, que ça ne vous plaise, oui ou non. En tout cas, la France est reconnue pour son action. Est-ce qu'on en fait assez? Forcément, et je l'ai dit, c'est dommage de ne pas écouter mon propos qui n'a duré que 5 minutes. J'ai considéré qu'au regard du constat qu'il y avait actuellement, nous devions faire plus. Je l'ai dit. Et je l'ai dit aussi que dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité, notre commission devait avoir un rôle à jouer dans la lutte contre les pesticides. Un gros travail à mener sur le sujet de la finance verte, sur la valorisation des entreprises qui s'engagent sur la protection de la biodiversité, sur le changement de nos règles comptables. Si cela, ce n'est pas une volonté de ma part de vouloir transformer notre modèle sur des choses très concrètes, eh bien, Monsieur Caron, je pense que vous ne m'avez pas écouté tout simplement, ou alors vous voulez effectivement en faire une parole qui soit purement partisane. Je pense que le propos et la volonté de cette commission, de cette délégation, c'était avant tout de dépasser les partis, de se réunir ensemble et de porter une parole commune. C'est, je crois, ce que nous faisons avec nos singularités, avec une volonté d'aller de l'avant ensemble. Et puis, je tiens à le dire, lorsque il y a une décision qui est prise à l'échelle internationale, eh bien, il faut savoir aussi s'intéresser un petit peu à la mécanique, puisqu'il s'agit d'une décision de 190 pays. C'est 190 pays qui ont décidé ensemble de s'engager sur cet accord. Alors, si vous avez envie de cibler spécifiquement la France, c'est votre volonté, mais je crois qu'il faut travailler ensemble et lutter contre les pesticides et travailler ensemble sur le changement de notre modèle de société. Mais ça ne se fera pas à travers de grands discours et des attaques sur une personne qui veut simplement œuvrer avec vous dans la transformation de notre société. Merci, Monsieur le Président. Madame Meunier. Bon, je pense effectivement que la France a un rôle central, mais qu'elle n'est pas reconnue en l'occurrence, pas par les ONG effectivement déjà internationales. Et là, j'aimerais qu'on fasse un point focus, par exemple, sur la biodiversité marine. Si la France a un rôle central, c'est parce que, on le répète, on le dit, et je remercie encore notre collègue Nicolas Thierry qui a permis de mettre en avant cette thématique hier. Nous avons la 2e zone économique exclusive en termes de surface marine, et donc un enjeu absolument central à emmener effectivement les autres pays avec nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que nous faisons, et je le répète par rapport à ce que j'ai dit déjà dans mon propos introductif, mais les ONG alertent sur le fait que nos zones actuellement dites protégées dans nos surfaces maritimes, donc, dont Emmanuel Macron dit que nous sommes déjà à plus de 33%, la pêche industrielle intensive y est autorisée. Si ça, c'est une mesure de protection, on ne rentre pas du tout dans les critères de l'Union internationale de la conservation de la nature pour déterminer ces zones. Donc, je pense en fait qu'il ne faut pas qu'on sous-estime notre rôle à jouer, effectivement, et c'est là que la France est regardée parce qu'on a même une place diplomatique importante dans l'Union européenne, bref, ce n'est un secret pour personne, mais nous ne sommes pas du tout à la hauteur des enjeux aujourd'hui, et ça fait consensus en tout cas dans le milieu des ONG environnementales, mais même au niveau du Haut Conseil pour le climat sur ces questions environnementales. Enfin voilà, il suffit d'aller en fait de se tourner vers les scientifiques aussi, qui sont censés être ceux vers qui l'on se tourne quand on se pose ce genre de questions, pour réaliser que nous ne sommes pas du tout à la hauteur sur ces questions-là. Monsieur Maquet. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire à Monsieur Caron, oui, je crois en la science et je crois au progrès. Et je pense que de bâtir aujourd'hui une société sur la notion de décroissance nous amènerait à la catastrophe. Effectivement, c'est un clivage politique, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, pourquoi pas, mais effectivement, ce sont des valeurs que je porte et auxquelles je crois. Et alors, confronté aux ONG, effectivement, c'est tout l'intérêt d'avoir un débat démocratique.
de ne pas forcément être toujours d'accord sur tout. De toute façon, si on est toujours d'accord sur tout, c'est qu'on ne pense plus rien. Donc naturellement, on a les uns et les autres des regards différents sur l'avenir du monde. Moi, je pense qu'avec la science, on peut trouver des solutions pragmatiques et emmener avec nous l'ensemble des Français et des populations, alors que si on est dans une transition que vous souhaitez comme une véritable rupture, on n'emmènera personne et globalement, on va cristalliser les Français les uns contre les autres et les nations les unes contre les autres. Donc faisons confiance à la science, avançons. Moi, j'ai tendance à dire qu'à l'espace de nos vies politiques, mes chers collègues, les choses sont déjà en mutation. Peut-être que ça ne va pas assez vite, vraisemblablement par rapport à l'état de la planète et aux difficultés que l'on a pu prendre conscience en allant à cette COP15, mais les choses sont plus que jamais au cœur tout de même de nos débats, alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, ça ne l'était absolument pas. Merci Monsieur Maquet. Enfin, dernière question, Madame Pochon. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on peut avoir un débat politique sur les options que nous avons devant nous et sur les priorités qu'il nous faut mettre en œuvre, mais dans un cadre qui est défini effectivement par les scientifiques aujourd'hui, qui est de la réduction de la consommation des ressources naturelles. Et dans tous les cas, on doit se placer, nous, en tant que parlementaires, mais le gouvernement aussi, dans ce cadre-là de réduction générale de la consommation des ressources. Et c'est là, derrière ce constat que j'espère partager dans cette salle, que nous pourrons avoir un débat politique, effectivement, sur la priorisation de là où on commence et de ce qu'on peut faire ensuite. Moi, je voulais dire, effectivement, la difficulté de trouver un accord à l'échelle internationale avec tant de pays sur les questions de biodiversité, et comme pour le climat, c'est souvent assez frustrant. Pour celles et ceux qui essayent de faire appliquer les recommandations des scientifiques, de voir que les compromis, parfois, ne sont pas encore assez à la hauteur. Je souhaitais, au nom du groupe des écologistes, dire aussi la fierté que de voir quand même la mention des peuples autochtones mentionnée effectivement dans cet accord. Je pense que c'est très important et c'est très important de reconnaître le rôle majeur qu'ils peuvent jouer pour la protection de la biodiversité et le fait de défendre aussi leur existence même, puisqu'ils sont aussi en danger. Revenir quand même sur la question des pesticides et la question des actes concrets de la France, et notamment sous l'angle de l'exemplarité. À quel moment la France effectivement peut engager des vraies ruptures à l'échelle internationale sans être elle-même exemplaire. Je vais donner quelques exemples pour rebondir aussi sur l'intervention de M. Caron. On avait un objectif de réduction des pesticides de moins 50% entre 2008 et 2018. Résultat, entre 2019 en 2020, par rapport à 2009, on avait plus 13% de pesticides. Sur la question de l'exportation des tonnes de substances toxiques qui sont normalement interdites, entre en janvier et septembre de cette année, l'exportation de plus de 7400 tonnes de substances ultra-toxiques ont été approuvées par les autorités françaises. On a reculé sur le glyphosate. On est en train de nouveau de reculer sur les néonicotinoïdes. On n'a pas atteint les objectifs d'agriculture biologique. On avait un objectif de 15% d'agriculture biologique en 2022. On en est à environ 9%. On avait un objectif de 20% d'agriculture biologique en restauration collective en 2022. On est à environ 6%. Donc voilà, moi je me pose la question de l'exemplarité. Du coup, je la pose à l'ensemble des parlementaires qui étaient présents lors de cette mission. Je voulais revenir aussi sur la question des aires marines protégées. Effectivement, ça a été dit, pour atteindre les objectifs internationaux et européens de 30% d'aires marines protégées et de 10% de protection stricte, la France a créé des aires marines gigantesques dans des zones inaccessibles et globalement inexploitées dans les terres australes. En France métropolitaine, en 2021, 47% de la pêche industrielle s'est déroulée dans des aires marines supposément protégées. Et donc, pour revenir sur les propos de Madame Meunier, je voulais savoir si on avait eu des retours du gouvernement suite effectivement aux alertes de Claire Nouvian et de son ONG Bloom. Est-ce qu'on a pu avoir une réponse assez claire du gouvernement et notamment de M. Béchu sur le rôle qu'a pu jouer la France dans la question de la définition de ces aires marines protégées à l'échelle internationale? Et enfin, revenir sur la question de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, en France, plus de 50 000 hectares supplémentaires sont consommés en moyenne chaque année. C'est l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 7 minutes. La France fait partie des mauvais élèves, se situant en dessus de la moyenne européenne d'artificialisation des sols. Je voulais savoir si ces sujets-là
ont été évoquées, sous quelle forme, et notamment en France, est-ce que c'est des discussions qui existent, notamment sur la question du moratoire sur les projets routiers, qui est largement discuté par nombre d'associations et de collectifs de citoyens organisés à l'échelle locale. Je vous remercie. Merci Madame Pochon. Madame Meunier. Oui, pour revenir sur la question de l'artificialisation qui, effectivement, on le sait, la première cause de destruction de la biodiversité, c'est le changement d'affectation des milieux, donc ça doit être central, et c'est pour ça qu'on avait cet objectif de 30% de protection des surfaces, et donc des milieux pour protéger les espèces qui y sont associées. Juste simplement revenir sur le fait que finalement c'était au centre, au cœur de la négociation, mais que je pense qu'aboutir peut-être à un 30% qui n'est conditionné à rien est peut-être moins intéressant qu'aboutir à un 10 ou 15% qui aurait été conditionné fortement et qui aurait permis vraiment d'aboutir à une première étape où on se dit on protège vraiment au moins 15% de nos surfaces. Je vous remercie, Madame Pochon, de réinsister sur les propos de Claire Nouvian, effectivement, et de vous associer à moi pour demander au gouvernement des réponses. Je n'ai pas entendu de réponse par rapport à ces accusations-là, et je propose à ceux qui le souhaitent de s'associer à cette demande pour que nous ayons des réponses concrètes de ce qui s'est passé de la part de notre gouvernement durant ces négociations, parce que les accusations sont quand même graves étant donné l'urgence de la situation. Et j'aimerais justement conclure sur ça. C'est vraiment sur l'urgence et sur le rôle central de la France que nous avons déjà mis en lumière à jouer. Il est temps de prendre vraiment en considération que la biodiversité est aussi importante que la lutte contre le changement climatique, qui est à peu près rentrée dans la conscience collective de nos politiques, et donc de s'y intéresser vraiment. Et il ne s'agit pas de faire des mesures séparées de protection de certaines terres, de créer des mares à droite à gauche, etc. Il s'agit vraiment que dans chacune de nos prises de décision, nous calculions l'empreinte de la biodiversité de nos activités et que nous fassions en sorte de diminuer au maximum cette empreinte, parce que c'est tout à fait possible. On a aujourd'hui des leviers scientifiques pour le faire. Il s'agit simplement d'en prendre les décisions, et c'est un acte politique que nous devons faire pour l'avenir des générations futures, j'insiste. Merci Madame Meunier. Monsieur le Président Zulesi, si vous me permettez, je vais conclure la séquence, et puis après nous allons passer au texte de Monsieur Ramos. Simplement 2 points. Oui, j'ai bien entendu. D'abord, la discussion a été intéressante. Je pense que toutes les opinions ont pu s'exprimer, et ça, c'était important. Je voudrais remercier la délégation à travers son président et les 2 membres qui sont présents ici, la délégation française qui s'est rendue à la COP15, puisque visiblement, vous avez vu qu'en termes de parlementaires, il y a au moins ça, Monsieur Caron, la France était présente alors que les autres n'y étaient pas, ce qui prouve quand même si je le conçois aisément, nous n'allons pas assez vite. Nous avons la volonté au moins d'aller discuter, de nous rendre compte sur place, sur le terrain, de l'état des discussions et comment on peut avancer et comment on peut transposer ça après au niveau national. Donc ça, c'est quand même un point positif. Merci à vous 3 d'être allés là-bas. Merci d'avoir porté les couleurs de la France dans ce débat pour la préservation de la biodiversité, qui est obligatoirement lié à celui du réchauffement climatique. On le sait aujourd'hui et on le sait déjà depuis longtemps. Juste 2 petits points, si vous me permettez, de précision. Sur les néonicotinoïdes, ils n'ont pas été rétablis dans leur intégralité. Vous le savez très bien, ça ne concerne que les betteraves. Mais vous avez mis ça globalement. Donc, et je pense que 2023, j'espère, parce que j'étais le premier embêté sur ce rétablissement, j'espère que 2023 sera la dernière année, à une différence. Je vais vous dire pourquoi j'espère et j'ai bon espoir. C'est que quand la loi a été votée en 2016, nous n'avions pas mis, je dis bien nous, je n'accuse personne, nous n'avions pas mis sur la table les moyens suffisants pour avoir une recherche qui puisse aboutir à un résultat pour les betteraviers. Ce coup-ci, l'argent a été mis sur la table, les recherches avancent, et j'espère bien que 2023 sera la dernière année. En tout cas, le message a été passé, en tout cas de ma part, aux betteraviers, soyez-en certains. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau local, et j'aimerais que vous souteniez cette action-là, il a été créé, il y a quelques années maintenant, des agences régionales de la biodiversité que malheureusement les régions n'utilisent pas assez, que malheureusement les collectivités n'utilisent pas assez. Nous sommes députés, nous allons dans nos circonscriptions, alertons les responsables locaux des collectivités territoriales pour qu'ils s'emparent de ces agences, avec un gros regret aussi. Il y a une région, j'aime pas faire ça, mais il y a un moment il faut le faire, il y a une région qui refuse
complètement la création de cette agence régionale de biodiversité, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense que ça, c'est dramatique parce qu'en termes de biodiversité, sur cette région-là, il y a quand même énormément de choses à faire. Vous voyez que nous sommes tous engagés pour la préservation de la biodiversité à des degrés différents et conclure que même si la France n'est pas exemplaire, elle n'est pas le pays le plus terrible en matière de protection de la biodiversité. On est même, quand on se compare aux autres, on peut se consoler. Et je laisse la place au président Zulesi. Merci pour l'intérim, président, avec plaisir. À la place de Mathilde, mais tu vois, ça a été organisé. Elle était malade, on m'a demandé hier, tout a été organisé. Non, mais l'engrillagement, c'est elle qui. Et donc, tu vois, mine de rien, organisé, j'ai été contactée hier matin, elle est malade. Chers collègues, nous en venons maintenant donc à notre second point de notre ordre du jour avec la discussion, chers collègues, s'il vous plaît, en deuxième lecture de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, dont un article reste en discussion à ce stade de la navette. Je précise que ce texte fait l'objet d'une procédure de législation en commission. Monsieur le rapporteur Richard Ramos, vous avez la parole. Chers collègues, s'il vous plaît, on écoute notre rapporteur. Chers collègues, merci. Monsieur le rapporteur. Eh bien, mes chers collègues, simplement dire que dans cette navette parlementaire, nous avions, et les uns et les autres, l'ensemble des groupes politiques d'ailleurs, sans exception, bien travaillé, puisque quasiment le Sénat a repris en l'état les travaux qui avaient été les nôtres, menés conjointement par l'ensemble des groupes politiques. Je me réjouis que notre commission aujourd'hui examine en deuxième lecture donc cette proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il était urgent que la représentation nationale se saisisse pleinement du phénomène d'engrillagement excessif des espaces naturels. Nous l'avons tous observé, la multiplication des clôtures localisées sur des espaces naturels devait s'arrêter car elle posait beaucoup de problèmes environnementaux. Tout d'abord, la multiplication des grillages qui portent atteinte à la biodiversité et contribuent à la rupture des continuités écologiques. De plus, on l'a vu cet été dans la période des incendies, ces grillages représentent un réel danger pour la sécurité publique. Ces incendies dramatiques que nous avons connus démontrent à quel point il est important pour l'intervention des pompiers qu'ils ne soient pas freinés par des clôtures et que les animaux, on l'a vu dans des images terribles, soient pris au piège par les feux qui les crament. Par ailleurs, les clôtures ont un impact paysager préoccupant pour le développement du tourisme rural et l'esthétisme de nos forêts. C'est parfois difficile également pour les promeneurs de circuler librement, même dans les chemins communaux. Enfin, tout particulièrement pour les espaces clôturés utilisés à des fins cynégétiques, l'engrillagement constitue un risque sanitaire et soulève des problèmes éthiques indéniables. Je crois que, on peut le dire, ce n'était pas du tout une proposition de loi chasse ou anti-chasse. Mais on a vu aussi que sur ce sujet-là, on a eu beaucoup de chasseurs qui ont été favorables au texte. On a eu quelques grands propriétaires milliardaires qui clôturaient, qui tuaient des vingtaines, des dizaines et des dizaines de bêtes en une journée, et qui le soir même, parce que les agents de l'Office de biodiversité ne pouvaient pas rentrer, prenaient le tractopelle, mettaient les biches, les chevreuils, tout ça dans un trou avec de la chaux vive et on fermait. Je peux donner exemple et date si vous le souhaitez. Mais ils ne sont pas nombreux, mais c'est toujours les mêmes. Et donc les chasseurs, comme les gens de la biodiversité, ont convergé sur ce texte-là et c'est pour ça qu'on a un accord avec nos amis sénateurs. En première lecture, nous avons donc significativement relevé l'ambition de ce texte. Nous avons élargi l'application des nouvelles dispositions à toutes les zones naturelles et forestières définies par les plans locaux d'urbanisme. Nous avons étendu la rétroactivité de la loi à 30 ans.
Toutes les clôtures construites à compter de 1993 devront donc être mises en conformité. Nous avons précisé les exceptions s'agissant des clôtures entourant des parcelles agricoles, celles nécessaires à la préservation de la régénération forestière, celles érigées également dans un cadre scientifique, celles revêtant un caractère historique ou patrimonial. Celles entourant des domaines nationaux, les parcs d'entraînement et de concours. Nous avons également créé une obligation de déclaration préalable de toute opération d'effacement de clôture portant atteinte à l'environnement. Nous avons accru les pouvoirs de contrôle des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, notamment en supprimant le droit d'opposition des propriétaires. Nous avons abaissé le niveau de la contravention de classe 5 à classe 4, mais nous avons créé une contravention pour pénétration non autorisée dans une propriété privée dont les limites devront être matérialisées. Nous avons réservé l'utilisation des fonds biodiversité pour l'effacement des clôtures et leur remplacement par des haies naturelles bénéfiques à la biodiversité locale. Enfin, nous avons interdit l'agrainage et l'enfouragement dans les enclos sous certaines conditions. Je souhaite également rappeler que cette proposition de loi est l'aboutissement de plusieurs travail parlementaire. La première proposition de loi visant à lutter contre l'engrillagement des forêts françaises, déposée par le député ici présent Cormier-Bouligeon. La proposition relative à l'interdiction des mises en enclos d'animaux sauvages à des fins de chasse, déposée par le député Lachaud. Ainsi que la proposition visant à lutter contre les expansions de l'engrillagement et de parcelles privées et renforcer le droit de propriété à l'époque par le député Pelletier. Tous leurs travaux ont permis d'aboutir au texte présenté aujourd'hui. La Commission des affaires économiques du Sénat a voté conforme l'intégralité des propositions du texte, à l'exception de l'article 5, où a été précisé le champ d'application de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement. Ce texte fait donc l'objet d'un consensus élargi entre députés et sénateurs. Je salue ici le travail et l'engagement des parlementaires du Sénat, en particulier Jean-Noël Cardou, auteur de la proposition de loi, et Laurent Salomon, son rapporteur, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration afin de faire adopter ce texte au plus vite. Le dernier article en discussion, l'article 5, précise que l'interdiction d'agrainage et d'affouragement s'applique aux enclos empêchant le passage des animaux non domestiques. Néanmoins, des exceptions pourront être prévues par décret. Le cadre général des exceptions sera retranscrit dans les schémas départementaux de gestion cynégétique. S'agissant des enclos non hermétiques, le texte ne prévoit aucune modification législative. L'agrainage et l'affouragement sont autorisés sous les conditions définies par le schéma départemental des gestions cynégétiques. Mais c'est à la fin bien le préfet qui aura le dernier mot. La philosophie et l'équilibre global du texte que nous portons me semblent être respectés. Je ne présenterai pas d'amendement à l'article 5 et j'encourage tout le monde à le faire. J'espère que notre travail en commission aura permis et permet de mettre en œuvre rapidement ces dispositions portées par cette proposition de loi. Nous avions besoin que les animaux sauvages restent des animaux sauvages et qu'ils puissent bouger librement. Je pense que nous avons réussi ici, par un consensus global et également avec l'accord à le sénateur, à pouvoir le faire et à pouvoir le faire rapidement. Je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur. Nous en venons donc à la discussion commune avec pour le groupe Renaissance. Une parole de François Cormier-Bouligeon pour 2 minutes. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous arrivons donc vers la fin du processus législatif sur le sujet de la lutte contre l'engrillagement des forêts. Nous le faisons sur la base de la proposition de loi présentée par notre collègue sénateur Jean-Noël Cardou. Et nous devons souligner que ce fut un travail collectif et collaboratif. Et je veux vous en remercier, chers collègues de la commission DDAT, votre président Jean-Marc Zulesi, le rapporteur Ramos, et vous tous, députés de la majorité comme de l'opposition. Nous devons le dire, au 1er janvier 2027, les clôtures empêchant la libre circulation des animaux non domestiques et de l'homme, érigées depuis 30 ans à la date de la publication de la loi, seront remplacées par des clôtures à 30 cm du sol, d'une hauteur de 1,20 m maximum en matériaux naturels et traditionnels. L'effacement
de ces clôtures devra être précédée dans des conditions ne portant pas atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles. C'est important. Les moyens de la police de l'environnement auront été renforcés, ainsi que l'interdiction de l'agrainage et de l'affouragement. Et tout cela dans le respect de la propriété privée, dans un équilibre fécond entre justement le droit de la propriété et le respect des biens communs. Il nous restera à voter la semaine prochaine, le 25 janvier, en séance, et à veiller au décret d'application. Dans ce cadre-là, je le précise pour que ce soit bien noté au procès-verbal du compte-rendu de la réunion de la commission de ce jour. Il faudra veiller, et je le fais en écho au débat qu'il y a eu au Sénat, à ce que la notion de sécurité publique introduite par voie d'amendement dans les exceptions à l'application de la règle posée à l'article 1, veiller à ce que ça s'entende bien conformément à la volonté des auteurs de l'amendement, c'est-à-dire lié à la sécurité des établissements liés à la défense nationale et non liés à la sécurité routière. Sinon, un danger pèserait sur le périmètre d'application de cette loi. Encore un grand merci pour votre soutien et vos enrichissements à cette loi. Nous ne déposerons pas d'amendement à l'article 5. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Nathalie Dacontensao Carvalho. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En octobre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels. Très attendu en Sologne, ce texte permettra de protéger la faune et de préserver nos paysages tout en facilitant l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Notre groupe se félicite des avancées obtenues tout au long des débats, notamment l'élargissement du dispositif à l'ensemble des clôtures édifiées depuis 30 ans au sein d'un espace naturel ainsi que la protection du droit de propriété. Lors des échanges au Sénat à l'occasion de la navette parlementaire, les sénateurs ont confirmé ces avancées, conscients de la nécessité de légiférer urgemment sur ce sujet. Néanmoins, différents acteurs associatifs ont exprimé leurs craintes quant au champ de l'exception aux dispositifs prévus pour des considérations liées à la sécurité publique et aux régénérations forestières. Nous comprenons la pertinence de ces dérogations, mais nous nous interrogeons sur leur champ d'application et sur l'interprétation de cette notion par le juge au contentieux. Il est indispensable de cantonner ces exceptions afin que la loi puisse produire pleinement ses effets et éviter sur le terrain la multiplication de dérogations qui ne seraient pas conformes à l'esprit du dispositif. À défaut de pouvoir amender les dispositions relatives aux dérogations, il nous semble utile de préciser leur champ d'application à l'occasion de nos débats afin qu'en cas de litige, l'interprétation du juge soit conforme à l'intention exprimée dans nos travaux. Ceci étant dit, je tiens à nouveau à remercier les parlementaires pour les travaux, notamment l'auteur du texte, Monsieur le sénateur Cardou, et Monsieur le rapporteur Richard Ramos pour leur travail. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise, NUPES, la parole est à Manon Meunier. Oui, merci Monsieur le Président. Déjà, commencer par dire que je me réjouis que nous parlions 2 fois de biodiversité dans la même matinée sur 2 sujets différents au sein de cette commission. Voilà. Donc, remercier Monsieur Ramos d'apporter ce sujet sur la table, puisqu'effectivement, ce dont il est question, c'est l'un des objectifs justement qui a été souligné par la COP15 dont nous parlions avant, cette idée de reconnecter les milieux entre eux pour permettre la libre circulation des espèces. C'est l'un des objectifs que nous devons viser pour la protection de la biodiversité. J'aimerais simplement rappeler une phrase souvent dite dans le milieu de la protection de la biodiversité que vous pouvez certainement trouver évocatrice. Ce n'est pas le renard qui traverse la route, c'est la route qui traverse la forêt. Voilà. Donc c'est à nous d'adapter, de faire en sorte que les milieux puissent être connectés entre eux pour que les espèces puissent circuler librement. Bien sûr, par rapport à ce texte, nous regrettons, nous l'avons déjà dit, que les clôtures qui sont enlevées ne seront seulement les clôtures qui sont les moins vieilles, donc qui ont 30 ans ou moins. Et bien sûr, là, une fois de plus, ça pose la question des animaux qui ne font pas le choix entre les clôtures qui ont moins de 30 ans et celles qui ont plus de 30 ans. Donc nous regrettons évidemment ce choix au vu de l'urgence de la situation et nous aurions dû aller plus loin. Enfin, nous regrettons également la délégation de certains droits de contrôle de l'OFB vers les agents
agent de chasse assermenté, puisque nous souhaitions plutôt que ce rôle de contrôle reste un service public fort et donc ne pas déléguer les droits. Et bien sûr, cette contravention de niveau 4 qui est beaucoup trop forte à notre goût. Les changements du Sénat vont en arrière également par rapport à l'affouragement et à l'agrainage par rapport à ce que nous avions mis initialement dans ce texte. Donc nous voterons contre, mais nous nous associerons pour voter pour ce texte favorablement, justement en vue de la circulation des espèces. Et puis aussi, nous avons été plusieurs à le souligner, puisque ce texte s'oppose finalement à la pratique cruelle de la chasse en enclos que nous avons pour la plupart dénoncée sur la plupart de nos bancs. Je vous remercie. Merci, chers collègues, et merci de reconnaître la volonté de cette commission et indirectement de votre président d'avancer sur ces sujets de biodiversité, contrairement aux paroles de votre collègue Aymeric Caron. Je laisse la place à Jean-Pierre Tête pour le groupe Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en octobre, l'Assemblée nationale adoptait en première lecture une proposition de loi visant à lutter contre l'engrillagement des espaces naturels sous l'impulsion de notre collègue Richard Ramos. Ce texte, initialement déposé et défendu par 2 sénateurs, Jean-Noël Cardoux et Laurent Somon, nous convient parfaitement. Voté à l'unanimité des groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce texte n'a vocation ni à favoriser personne, ni à punir personne. Ce n'est ni un texte contre les propriétaires d'enclos, il veille d'ailleurs bien à renforcer les sanctions contre ceux qui se permettent d'user du délit d'entrave à la chasse pour faire de l'activisme politique, ni un texte anti-chasse, et je remercie les élus de cette commission, les plus éloignés des préoccupations des chasseurs, qui n'en ont pas profité pour faire de ce texte une tribune anti-chasse. Il reste à présent la dernière ligne droite, celle de l'adoption de cet article 5, qui avait fait l'objet en séance d'un amendement rédactionnel empêchant l'adoption conforme du texte au Sénat. Je ne reviendrai pas sur les principaux apports de ce texte, vous les connaissez. Le texte instaure une obligation de remplacer d'ici 2027 les clôtures construites depuis 30 ans dans les espaces naturels par des dispositifs laissant passer la faune sauvage. Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Hutt. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Richard Ramos, mes chers collègues. Je tiens à saluer au nom du groupe démocrate les rapporteurs au Sénat et à l'Assemblée nationale pour leur travail toujours guidé par la concertation et la volonté d'aboutir à une synthèse. La grande avancée et le progrès que propose cette proposition de loi méritent l'aboutissement qui est désormais à notre portée. Construit en conscience de tous les intérêts croisés et quelquefois divergents de l'ensemble des usagers, ce texte propose concrètement de réduire significativement le recours à l'engrillagement d'espaces naturels, notamment en forêt. Cet engrillagement constituait un obstacle majeur à la libre circulation des animaux et donc à la vitalité des populations, menaçant même la fonctionnalité des écosystèmes et donc l'avenir de la biodiversité. Réussir à franchir un tel cap dans la concertation constitue un indéniable progrès à la fois démocratique et volontariste dans la protection de la nature. Si dans notre société on cherche véritablement à privilégier la préservation du patrimoine naturel tout en recherchant la cohésion des intérêts agricoles, forestiers, de loisirs ou de régulation de population des gibiers, alors il faut agir conformément à la méthode de travail qui a prévalu pour faire aboutir ce texte. La préservation de la biodiversité, ce n'est un secret pour personne, doit être aujourd'hui une incontestable priorité nationale. Pour la faire avancer concrètement, pour que l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur rapport à la nature, en partagent cette dimension essentielle, nous avons le devoir de rassembler, car une telle priorité doit être présente dans tous les esprits. La recherche de compréhension et de consensus qui a présidé à toutes les discussions auxquelles ont donné lieu la construction de ce texte permettent véritablement de réunir ces conditions, et c'est la raison pour laquelle je souhaite, au nom du groupe démocrate Modem et indépendant, que ce texte puisse être adopté en votant conforme l'article restant dans sa rédaction issue du Sénat. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble de mes collègues de la Commission, Monsieur le Président, pour l'implication dont ils ont fait preuve durant ce travail qui incontestablement privilégie notre intérêt à tous, l'intérêt général. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues.
Après une première navette parlementaire, la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée est de retour devant notre commission pour un examen en deuxième lecture. Sans rentrer dans les détails, je voudrais rappeler que le principe de libre circulation de la faune sauvage est un préalable indispensable à toute politique de préservation de la biodiversité dans nos territoires. Force est de constater que, malgré la montée en puissance du droit de l'environnement, nous avons assisté à l'essor souvent incontrôlé de clôtures en milieu naturel. Or, l'impact de ces clôtures sur la circulation de la faune est pourtant clairement établi. Elles induisent des entraves à l'alimentation et à la reproduction des espèces, tout comme à une surfragmentation de l'habitat, notamment en milieu forestier. De façon contre-productive, le législateur avait décidé en 2005 d'inscrire dans la loi les différents avantages dont bénéficient ces territoires hermétiquement clôturés. Ainsi, la première conséquence de la loi de 2005 est d'avoir considérablement accru le rythme d'installation des clôtures. C'est notamment pour cette raison que le législateur a souhaité ouvrir la possibilité aux élus locaux de réguler par le Code de l'urbanisme l'édification des clôtures lors de l'élaboration des PLU. Cependant, constatant que l'arsenal législatif en vigueur est manifestement incomplet, nous avons accueilli favorablement ce texte et lui avons apporté notre soutien en première lecture. Lors de l'examen au Sénat, l'ensemble des articles ont été adoptés ou supprimés conformes, à l'exception de l'article 5, qui précise le champ d'application de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement dans les enclos. Pour conclure, je voudrais saluer notre collègue Richard Ramos pour son implication sur ce dossier. J'ajoute que cette proposition de loi marque une avancée en faveur de la biodiversité et de la préservation du milieu naturel. Pour cette raison, le groupe socialiste et apparenté maintiendra son vote en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. C'est bon, il faut y aller. Il est taquin, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais féliciter le rapporteur Richard Ramos pour son travail, aussi saluer le travail mené par notre collègue depuis le précédent mandat, François Cormier-Bouligeon, qui a énormément œuvré sur ce sujet, et l'ensemble des collègues qui ont travaillé sur ce sujet de manière transpartisane. Nous allons donc aujourd'hui valider, effectivement, en deuxième lecture, ce texte de loi contre l'engrillagement des territoires, qui est un véritable phénomène aujourd'hui en France, dans de nombreux territoires. On parle beaucoup de la Sologne, mais c'est le cas aussi des Landes, de la Picardie ou la Normandie, qui empêche effectivement l'équilibre de la biodiversité en limitant la circulation des animaux sauvages et qui rapporte aussi des vraies problématiques de santé, de sécurité, comme nous l'avons vu cet été au niveau des Landes, par l'engrillagement de certains territoires. C'est aussi un contre-nature de tout ce que nous allons faire, le partage de l'espace naturel que nous devons mettre en place, respecter aussi bien pour nous, citoyens, citoyennes, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Avec 10 articles, cette proposition de loi est aussi et surtout le fruit de discussions bienveillantes et fertiles, transpartisanes, et je m'en félicite. Je m'en félicite notamment du travail qui a été mené déjà en première lecture au niveau de ce texte de loi, mené sous la bienveillance du président qui est très sensible au sujet de la biodiversité, faut-il le rappeler, et qui a permis effectivement d'élargir la portée de cette proposition de loi qui avait été issue du Sénat. Le travail a été remarquable, puisqu'effectivement, au niveau du Sénat, il y a eu peu d'évolutions, hormis sur l'article 5, et je vois qu'effectivement, cet article porte satisfaction à tous les groupes, puisqu'il n'y a pas d'amendement qui a été porté, et donc tout le monde, nous orientons donc vers un vote conforme de ce texte de loi, qui est essentiel, je le rappelle, notamment pour la protection de la biodiversité. Je rappelle aussi que ce n'est pas un texte contre la chasse, bien au contraire, les chasseurs, vous l'avez dit, cher rapporteur, sont aussi favorables à ce texte de loi et dénoncent certaines pratiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui en 2023. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe Horizon votera dès demain ce texte de loi. Et merci à vous pour ce travail. Très bien, merci chers collègues, et nous avons compris que c'était bien aujourd'hui que vous alliez voter dès demain le texte de loi. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer à saluer le travail relativement transpartisan qu'il y a eu sur cette proposition de loi et
Et je tenais à dire que j'avais apprécié de travailler dans ces conditions. Alors bien sûr, nous écologistes aurions aimé aller plus loin sur certaines choses, par exemple en interdisant clairement la chasse en enclos, et puis moins loin sur d'autres choses, par exemple en allégeant un peu les amendes pour les personnes qui pourraient s'égarer dans une propriété privée pas forcément clairement identifiée. Mais bon, ce sont des débats que nous avons déjà eus en première lecture. Et là, pour le texte que nous discutons aujourd'hui, je salue le Sénat qui n'a quasiment pas touché à notre travail. Et donc, je voulais juste vous dire que nous soutiendrons cette proposition de loi dans sa forme actuelle. Pour nous, c'est un premier pas intéressant vers un meilleur partage de la nature entre les différents usages et les usagers. Et je souhaite remercier tout particulièrement le rapporteur Ramos pour son engagement sur ce texte et sa lutte contre ce qu'il appelle le baltrap vivant. Merci, chers collègues. Est-ce que un collègue de la gauche démocrate et républicain? Non. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre groupe n'a pas une position unanime sur ce texte. En effet, si pour un certain nombre, et je voudrais vraiment dire beaucoup de mes collègues, ce texte va dans le bon sens du point de vue de la biodiversité, d'une chasse éthique et qui permettent aux promeneurs de profiter plus aisément des paysages. Pour moi, député de La Réunion, suite à des échanges avec des acteurs inquiets, l'analyse est différente. Encore une fois, nous pouvons constater combien une loi ne peut être appliquée sans concertation avec les acteurs concernés des différents territoires et sans considérer une possible adaptation. Mon collègue Guy Bricout va l'évoquer dans ses propos. Cette loi pourrait impacter également de manière négative certains de nos territoires. Tout d'abord, la crainte de nos agriculteurs est qu'elle pourrait remettre en cause notre souveraineté alimentaire si nos espaces agricoles ne sont pas protégés. Ils ne couvrent à La Réunion que 17% de notre territoire. Ensuite, cette loi pourrait également mettre en danger la protection de notre biodiversité, ce qui est un effet contraire de la volonté de cette PPL. En effet, nul ne souhaite à La Réunion que les cerfs rusas divaguent et s'en prennent aux activités agricoles, aux forêts, à nos espèces endémiques. Alors cette proposition de loi prévoit-elle de tenir compte de nos spécificités? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous voulez dire un petit mot en réponse aux collègues, en sachant que nous avons d'ores et déjà une question de notre collègue Bricout? Deux questions. Répondre simplement à notre collègue de sa première question. À aucun moment à La Réunion, ce texte loi pourra être contre la biodiversité. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vous avez simplement une particularité sur votre territoire, c'est cette chasse de cerfs très particulière, mais c'est des cerfs des fois que vous faites venir de l'étranger en hélicoptère, d'accord? Et on a à l'intérieur sur votre territoire cette chasse-là avec des animaux qu'on fait venir de l'étranger, et quelque part, est-ce que finalement on n'est pas un peu, je dirais, impacté par ce genre de chasse? Je n'en sais rien, mais c'est assez particulier. C'est une vraie tradition chez vous, hein. Donc je n'ai pas de sujet lassé. Vous savez que j'aime les territoires ruraux et les traditions, mais je pense que c'est très important. Et puis, je vous rassure sur le milieu agricole, le texte prévoit de la protection des territoires agricoles quand il y a nécessité. Et donc là, pour les territoires agricoles, vous serez pleinement protégés. J'ai, sur cette question et sur cette chasse aux cerfs, je vois bien, j'ai eu des gens de La Réunion qui m'ont appelé, je vois bien cette tradition-là, mais on ne peut pas laisser des animaux qui sont pour moi importés et derrière continuer à chasser en enclos. Je pense que ce n'est pas dans le sens de l'histoire, et je pense que ce texte de loi va dans ce sens de l'histoire-là, et
je serai attentif, bien évidemment, même avec vous, dans l'après, là où il y aurait des difficultés pour les agriculteurs de la Réunion, à ce qu'on fasse appliquer l'esprit de cette loi-là, c'est-à-dire que là où il y a des agriculteurs qui auraient besoin d'une protection parce que ça mettrait en danger leur production agricole et donc la souveraineté alimentaire de vos territoires, et notamment de la Réunion, nous irons ensemble essayer de faire appliquer l'esprit de cette loi, c'est-à-dire également la protection des petits paysans. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons donc aux questions avec une première question de Guy Bricou. Merci, avec, monsieur le président. Bien, vous ne vous inquiétez pas, avec une petite période de quelques secondes pour vous laisser le temps de terminer votre intervention. Aucun problème. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Moi, je suis contre cette loi. Je suis randonneur et chasseur, c'est possible. C'est possible d'être les deux. J'aurais aimé participer aux échanges sur ce sujet. Cette loi, elle provoque, contrairement à ce que j'ai entendu, un grand tollé des chasseurs, tant en métropole que dans d'autres territoires comme à La Réunion. S'il y a des abus en Sologne, ça je le reconnais, 4000 km de clôture, pourquoi faire payer les autres départements? Dans le département du Nord, un grand département, il y a deux enclos, ce qui permet donc aux animaux de passer très librement, sans problème. Alors je me pose des questions. Déjà, cette loi, c'est une atteinte au droit de propriété, bon, passe encore, mais c'est aussi une atteinte à l'environnement, car dès lors qu'on va supprimer les clôtures, les animaux qui étaient confinés vont aller s'alimenter et poser des problèmes aux agriculteurs alentours. L'enclos grillagé que je connais, s'il est ouvert, ne sera plus sécurisé. Alors, j'en connais un particulièrement où il y a des étangs, il y a des risques de noyade puisque ce sera ouvert, il y a des risques de vol car il est équipé, il va tenter les cambrioleurs, et il est entouré de routes, donc risque d'accident pour les animaux. Alors, cette loi, c'est ce qui me choque le plus, elle oblige à la destruction des clôtures édifiées depuis 30 ans. Ça veut dire que ceux qui ont mis des clôtures grillagées, je parle du département du Nord, où il n'y en a que 2, vont devoir les démolir, ce qui va être d'un coût considérable et qui va considérablement aussi bouleverser l'environnement. Alors, je me pose aussi la question des clôtures que la personne le propriétaire va devoir mettre. Elles doivent être à 30 cm de sol, elles doivent être d'une hauteur de 1,20 m avec des matériaux traditionnels. Si on met des haies végétales, il faudra les couper régulièrement. Il faudra les entretenir régulièrement à 1,20 m du sol. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Alors, ne pensez-vous pas qu'il faudrait procéder comme pour les éoliennes et simplement interdire quand il y a saturation? Ça, j'en suis d'accord. Et surtout, ne pas remonter 30 ans en arrière. Merci, monsieur le président. Au final, vous avez tenu le timing, chers collègues. Le temps, pardon. L'anglicisme est interdit. Monsieur le... attendez, Nicolas Rey, excusez-moi. Oui, monsieur le président, monsieur le rapporteur, donc cette PPL, on l'a dit, vise à combattre les abus qu'on constate dans des régions comme la Sologne, où les parcs se multiplient, où il y a des abus en matière de volume de bêtes abattues, où il n'y avait plus d'espace pour se promener ou chasser librement. Mais cette loi va aussi avoir des effets sur de plus petits parcs de régions moins impactées, comme le Massif central, où il n'y avait pas vraiment de problème particulier, où il y avait une bonne cohabitation avec les chasseurs locaux qui venaient d'ailleurs faire courir leurs bêtes dans ces enclos pendant les périodes de fermeture, des petits enclos qui créent aussi une véritable activité économique en zone rurale, parfois la seule activité d'un village, des parcs aussi où il y avait, et je rejoins ma collègue Bassir, la présence de daims ou de cercicas. Ce sont des espèces qui ne peuvent pas être laissées en liberté. Donc je ne remets pas bien sûr en cause les intentions très louables de cette PPL que je partage, mais peut-être dommage d'avoir pas prévu un traitement moins uniforme, en tout cas plus adapté en fonction des réalités de chaque territoire. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Monsieur Rey, je comprends l'esprit de votre intervention, et c'est vrai qu'il y a des cas des fois particuliers et qu'on est là à essayer également de s'appliquer à tous. Donc évidemment, on peut comprendre évidemment votre intervention. Monsieur le député, vous avez dit que vous auriez aimé participer à ce travail-là. Il suffisait que vous veniez avec nous et vous auriez été le bienvenu. Et donc, pas de souci, mais pour vous dire simplement que si vous étiez venu travailler avec nous, nous seriez le bienvenu. Vous avez dit également qu'il y avait un tollé des chasseurs. On ne doit pas voir les mêmes chasseurs. J'ai pas vu de tollé.
non, la Fédération nationale de chasse. Et donc, il ne faut pas faire croire à des gens que parce qu'il y aurait 5-6 chasseurs milliardaires qui feraient la loi, les autres seraient contre cette loi-là. Je le dis, même dans le Nord, on fera, si vous le souhaitez, un travail avec la Fédération du Nord des chasseurs. On leur demandera. Je suis persuadé que la majorité des chasseurs, dans le Nord comme ailleurs, est favorable à cette loi. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'il y a un tollé des chasseurs. D'abord, on aurait eu des mails, sinon même du Nord. Ensuite, vous parlez d'atteinte à la propriété. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le député, qu'avant cette loi-là, jurisprudence de Normandie, quelqu'un rentrait dans un territoire et un territoire de chasse, se blessait et pouvait attaquer le propriétaire parce qu'il n'y avait pas d'amende, justement, et de texte qui protégeait la propriété. Ce texte-là permet, au contraire, de mettre une amende qui, jusqu'à présent, n'existait pas. On a négocié avec les sénateurs qui étaient en classe 5, passés en classe 4. Certains ici, écologistes, voulaient continuer à ce qu'il n'y en ait pas. Donc, au contraire, monsieur le député, ce texte-là, c'est la protection de la propriété privée parce qu'il n'y avait pas d'amende quand on rentrait dans une propriété privée. Et puis, sur la sécurisation des territoires, vous êtes dans le Nord, vous n'êtes pas loin de la Wallonie, allez voir ce qui s'est passé en Wallonie, puisque nos amis wallons, eux, ont enlevé les grillages. Et donc, je ne pense pas que la Wallonie vive différemment que nous en France et que vous dans le Nord. Et vous verrez sur les côtés accidentogènes des routes, alors qu'ils ont enlevé les grillages, au contraire, on a eu une petite baisse des accidents. Pourquoi? Parce qu'il y avait des endroits où il y avait des goulots de passage auparavant. Et donc, je comprends votre position, elle est très minoritaire chez les Républicains, elle est très très minoritaire chez les chasseurs, elle est très minoritaire au Parlement et au Sénat, mais elle est respectable. Donc je crois que j'ai essayé de répondre à votre question. Merci à vous, monsieur le député. Est-ce que ça suscite une nouvelle fois de nouvelles questions? Dernière prise de parole, monsieur Cormier-Bouligeon. Oui, en complément de ce que vient d'indiquer le rapporteur Ramos à notre collègue. Moi, je tiens à dire que nous avons travaillé depuis 5 ans à rassembler tout le monde. Les chasseurs, les promeneurs, les sportifs, les élus locaux, les élus nationaux. Et donc c'est un texte de rassemblement. Et vous devriez vous reporter au dernier livre publié par le président de la Fédération nationale de la chasse, dans lequel il consacre 2 pages à l'engrillagement pour dire qu'il est favorable à nos travaux législatifs. Par ailleurs, en région Centre-Val de Loire, région concernée par la Sologne, nous avons travaillé avec les présidents départementaux des fédérations de chasse et recueilli leur accord. Je ne redis pas ce qu'a dit Richard Ramos, je complète sur un point. Les clôtures érigées depuis moins de 30 ans devront être effacées dans le respect de l'état sanitaire et des équilibres écologiques et des activités forestières et agricoles. Ça veut dire, en clair, qu'il devra y avoir une présentation d'un plan de gestion cynégétique afin de ne relâcher aucun animal dans la nature. Donc, chers collègues, je vous demande de vous rapporter au texte de loi pour vous rendre compte que votre crainte a été prise en compte. On pourrait citer d'autres exemples, mais je crois que le travail que nous avons fait est un vrai bon travail. Il faudra peut-être aller plus loin plus tard, mais en l'état, je pense que si nous arrivons à le faire appliquer, il apportera un grand progrès en Sologne et ailleurs. Merci, chers collègues. Il me semble que vous avez pu tous vous exprimer dans cette discussion générale. Elle est donc close, cette discussion. Nous venons donc au texte en présentant l'article 5 où aucun amendement n'a été déposé. Je vous propose donc de mettre aux voix cet article 5. Qui est pour? Qui est contre? Cet article 5 est adopté. Et donc je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, cette proposition de loi est adoptée, il me semble, à l'unanimité. Moins une voix. Moins une voix, excusez-moi. Monsieur, cher collègue, vous avez raison. Et je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur nos travaux. Merci, chers collègues.